BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Au sommaire de cette émission, BETC, meilleure agence créative de l'année, sur la première place du podium des Hits d'Or 2022. Son président et directeur de la création, Stéphane Xibéras, est avec nous aujourd'hui. TF1 et M6 affichent des résultats annuels en repli pour 2022. Julien Casqui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour terminer, la question Hebdocom de la semaine. Rihanna, spot publicitaire, match de foot. Avez-vous entendu parler du Super Bowl cette année? Qu'est-ce qui a été le plus marquant? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. Hebdocom, c'est parti. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca. Nous accueillons aujourd'hui Stéphane Xibéras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et directeur de la création de BETC. Vous êtes à l'origine des plus grandes campagnes de pub. Je pense par exemple à Air France, à Canal+, et au bébé Evian, qui est une de mes publicités préférées. Et vous êtes ici puisque vous êtes sur la première place du podium des Hits d'Or 2022, qui est un championnat de France de la créativité publicitaire organisé par CB News. J'ai l'impression qu'on me cite là, non? Je crois, non? Vous êtes sûr? Je ne sais pas. Stéphane Xibéras, qu'est-ce qui a fait la différence cette année pour BETC? Je pense que soit on a été meilleur que les autres, soit les autres auraient été moins bons. Je vais dire qu'on a été meilleur que les autres cette année. Qu'est-ce qu'ont été les marqueurs forts de 2022? On a eu la chance d'avoir des clients qui nous ont fait confiance et qui ont cru en la créativité. Il faut savoir quand même que on sait aujourd'hui que la créativité vend, on sait même le calculer. Les campagnes qui sont primées, les campagnes créatives, sont 11 fois plus efficaces, c'est ce qu'on dit, que les campagnes qui ne sont pas primées. Donc oui, la créativité, ça vend. Parce que là, vous parlez des clients, mais côté BETC, est-ce qu'il y a eu des sources d'inspiration particulières en 2022? Je pense qu'on était tellement tristes et malheureux pendant les moments du Covid qu'on avait envie de se venger, les créatifs avaient envie de se venger, de ressortir de la bonne humeur, des belles images, des belles choses après ces moments vraiment pas cool. Esprit de vengeance alors. Vengeance. Je voudrais qu'on parle d'une campagne en particulier, la plus grande campagne publicitaire de l'histoire de la Coupe du Monde, Itch. Les VTC, il y a quelque chose que j'ai pas compris. J'ai lu dans le communiqué que ça a coûté 0 €. Ouais. Comment c'est possible? Non, mais c'est parce qu'on a juste fait un petit post disant dites donc, est-ce que vous avez remarqué que tous les joueurs font la promo de Itch? Bah oui, parce qu'ils ont des noms qui se terminent en Itch. Donc ça, c'était grâce au sélectionneur de l'équipe de Croatie. On remercie le sélectionneur de l'équipe de Croatie. Et puis bon, les Croates, en fait, en général, qui ont des noms qui se terminent en Itch. Donc merci à eux. Et ça vient de vous? Oui. Quelques-uns de vos clients, Canal+, Lacoste, Citroën, Decathlon ou encore LVMH. Plus de 40% de votre business est réalisé avec des clients qui sont à l'agence depuis plus de 10 ans. C'est quoi le secret de la fidélité? Une des marques de fabrique de l'agence, c'est d'avoir des marques leaders. Et donc ce qui fait que on connaît très bien leur marque, leur marché, presque aussi bien qu'eux. On est là souvent depuis plus longtemps qu'eux, parce que les directeurs marketing, parfois ça bouge. Nous, on est toujours là. Donc on est un peu garant de la marque quelque part. Et puis on est un peu embêtant, parfois, on les embête. Mais comment, par exemple? Parce qu'on ose dire on n'est pas d'accord, par exemple, des trucs aussi ou non. Et ça les des embête. Choses. Ah, vous savez, les publicitaires. Et ils cèdent? Hein, comment? Est-ce qu'ils cèdent? Non, mais pas toujours. Pas toujours, on a des convictions, quoi. Et donc je pense que c'est cette résilience et cette capacité à être des vrais partenaires avec eux, pas juste sur la com, mais aussi quand ça va pas bien. Je pense que c'est en ça qui nous aime quand même. Donc ça va plus loin que la création alors? Oui, c'est une relation client. Ouais, c'est un vrai partenariat de business, bien sûr. Vous dites que la tonalité des marques, elle change de l'une à l'autre. Est-ce qu'il y a une marque, un de vos clients, qui est particulièrement, pour laquelle c'est particulièrement difficile de travailler?
Aucune, bien entendu. Ils sont tous géniaux. J'aurais essayé. Tous adorables, mais bien essayé. Dans la conception d'une campagne comme celle de Canal+, par exemple, de cette année, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile et qu'est-ce qu'il y a de plus facile à faire? Le plus facile, c'est d'écrire des bêtises. Enfin, le plus difficile, c'est de trouver le bon insight. Chez nous, ça s'appelle. Ça veut dire quoi, un insight? Un insight, ça veut dire quelque chose de profondément ancré, un truc qui soit réel, qui résonne par rapport aux gens. Dans l'exemple que vous citez des séries de Canal, c'est que c'est un investissement de se lancer dans une série. Mais vous n'êtes pas toujours sûr qu'il y ait une saison 2, vous n'êtes pas toujours sûr qu'à la fin vous n'allez pas vous faire avoir parce que ça c'est mal bouclé, Game of Thrones, où tout le monde est déçu, tout le monde est très très énervé. Donc il faut trouver ces insights-là. Une fois que vous les avez trouvés, et c'est ça le plus important finalement, après il faut écrire le script qui va bien, ou la campagne, ou l'idée qui va bien autour. Mais le plus dur, c'est de trouver la chose qui va toucher les gens et qui va les faire un peu bouger en se disant tiens, je vais considérer cette marque un peu différemment. Donc c'est l'inspiration. C'est plus de la stratégie que de l'inspiration. C'est de l'observation, c'est pas de la socio, mais c'est entre eux de la psycho, de la socio et de l'observation et des data. Pour revenir au Hit d'Or organisé par CB News, De Good Company a remporté la 3e place du podium. Et De Good Company, c'est une agence qui est engagée pour le social et pour l'environnemental. À quel point c'est important pour BETC et comment vous vous positionnez? C'est important parce que c'est clé, évidemment. Ça fait de nombreuses années qu'on est investi sur ces sujets, notamment en termes de production responsable, puisqu'on est une agence de com, mais aussi on est une grosse fabrique de contenu. Donc notre façon de produire évidemment doit être éco-responsable, et pas uniquement parce qu'on nous le demande, on le fait et on essaie de le mettre en place. Évidemment, on est très vigilant sur les consommations dans l'agence. On a une cantine qui est complètement responsable, où on fabrique nos propres... Et sur vos créations? Et sur nos créations, il y a tout un sujet de où on tourne, avec combien de personnes, avec quelle empreinte carbone. Ça peut donner de l'inspiration, peut-être aussi. Complètement. De toute façon, nous, on est dans l'art appliqué, donc plus il y a de contraintes, pas plus il y a de contraintes, mais les idées naissent de la contrainte quand même dans nos métiers. BETC est rattaché au groupe Havas. Quelle relation vous avez avec Havas? Très bonne. J'ai une toute petite question, moi, sur l'intelligence artificielle qui arrive et comment dans notre monde. C'est une chance ou un danger pour une agence comme BETC? L'intelligence artificielle dans la partie exécutionnelle est une chance, puisque de toute façon c'est un outil comme un autre, donc plus on peut créer de choses nouvelles et intéressantes et différentes, plus on est content, parce qu'on a plus de jouets, plus de craies d'art, plus de pots de peinture dans la maternelle, donc ça c'est super. Quand on parle du grand méchant loup, d'une intelligence qui serait capable de concevoir des choses et inventer des choses à notre place, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais ça va à une telle vitesse que nous en reparlerons demain ou après-demain. Pour terminer cette interview, c'est le moment de passer au questionnaire à l'étude de cas de Julien Casqui. Et oui, parce qu'on est tous des cas particuliers. On va étudier le cas Stéphane Xiberas. Donc c'est 10 questions en rafale, 2 minutes. 10 questions, 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Eh ben, on lance le chrono, c'est parti. Allez, c'est parti. BETC en un mot. Courage. La campagne que vous avez créée dont vous êtes le plus fier. L'ours de Canal+. Pourquoi? Parce que c'est très drôle, voilà. C'est très très drôle, ça me fait toujours mourir de rire, je ne sais pas pourquoi. La campagne que vous avez créée et dont vous êtes le moins fier. L'ours de Canal+. Il y en a trop pour les citer. Il n'y en a pas une qui vous a traumatisé? Non. C'est que du travail, hein. Je suis pas un artiste. Non. J'ai jamais un gros de traumatisme. Échec. Quand c'est moins créatif, peut-être, quand il y a... C'est pas grave, ça fait partie du sujet aussi. Non. Comme ça qu'on apprend. Oui. Une bonne campagne de pub, justement, en 3 mots. Différente, étonnante, mémorable. Et mémorable, c'est peut-être le plus dur, non? Ouais, c'est le plus dur. Votre mentor dans la pub? Mon patron, Rémi Babinet.
Marie-Catherine Dupuis aussi ou pas? Marie-Catherine, mais pour d'autres raisons. J'ai pas beaucoup travaillé avec elle, mais Marie-Catherine, en tant que figure, justement d'une femme qui avait compris l'international bien avant tout le monde. Ouais. Votre support de pub préféré? TikTok. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la quintessence de ce que devrait être la pub aujourd'hui. Des formats très courts, un impact total, et puis l'algo voit tout de suite si ça plaît, ça plaît pas. Donc c'est des tests en même temps, en temps réel. J'adore. La campagne que vous auriez aimé créer dans votre carrière? C'est un film pour le lancement de PlayStation qui s'appelle Double Life. C'était il y a combien de temps? Vous en aviez parlé au grand. Ça doit y avoir une vingtaine d'années. Il y a longtemps. 3 ingrédients pour rester créatif. Être curieux, aller dans les supermarchés. Pourquoi? Voir ce que se disent les gens, ce qu'ils achètent. 5 secondes. 5 secondes. Et à l'heure de la transition écologique, entreprise à mission ou entreprise à bifton? À mission. À mission. Et moi, j'ai une dernière question pour terminer. Est-ce qu'il y en a une qu'on aurait oublié de vous poser pendant cette interview? Non, aucune. Vous avez été très professionnel et très gentil. Je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane Ziberas. Vous êtes président et directeur de la création de BETC. C'est parti pour votre journal, Julien. On va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va parler en premier lieu de TF1 et de M6 qui enregistrent des résultats en baisse en 2022. C'est parti. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Julien, TF1 et M6 affichent des résultats annuels en repli en 2022. Et oui, des bénéfices en baisse de 22% à 176 millions d'euros pour TF1 sur un an. Pour M6, c'est moins 43% à 162 millions d'euros. En cause, le ralentissement du marché de la pub plombé par l'inflation, le contexte macroéconomique et les pertes des 2 groupes dans la plateforme Salto qui a annoncé sa liquidation. TF1 et M6 parient désormais sur la VOD, la vidéo à la demande avec de la publicité. Rodolphe Belmer, qui a pris ses fonctions de PDG cette semaine, anticipe un rebond du marché de la pub au 2e semestre. Il souhaite aussi freiner les acquisitions du groupe dans la production de sa filiale Newen. Le milliardaire Rodolphe Saadé, PDG de CMA-CGM, entre en avril prochain au conseil de surveillance de M6. M6, justement, a défendu cette semaine devant l'Arcom le maintien de sa fréquence numéro 6 contre un certain monsieur Xavier Niel qui convoite aussi le canal. Et oui, dans le cadre du renouvellement de la fréquence, Nicolas de Taverneau, un patron d'M6, et Xavier Niel ont présenté chacun leur futur projet. Avec Six, Xavier Niel promet plus de fiction originale, plus de musique, 2 émissions d'information et de débat par jour et le recrutement de 200 journalistes. Il explique qu'il veut redonner sa liberté aux téléspectateurs, faire passer les gens avant l'argent, les téléspectateurs avant les annonceurs, c'est ce qu'il dit. Une attaque contre M6, chaîne la plus rentable d'Europe. On l'écoute. Nous créons cette chaîne pour donner plus aux téléspectateurs, moins à l'actionnaire. Le Canal 6 a besoin d'un actionnaire de long terme. Nous sommes là pour le long terme, qui investit plus dans l'info et le débat public, qui finance la création, vraiment la création. Pas un actionnaire qui cherche des plus-values court terme. Et la réponse quelques heures plus tard de Nicolas de Taverneau. Ceux-là même qui aujourd'hui vous disent la main sur le cœur que le profit c'est pas leur truc, non, tout dans le programme, ce sont les mêmes qui pour acheter notre groupe n'hésitaient pas à l'endetter profondément, ce qui entravait tous ces investissements et aboutit probablement à son démantèlement. TBWA lance une nouvelle agence et c'est sa 4e en France. Mogul, c'est son nom et sa spécificité, créer du contenu audiovisuel comme des documentaires, mais pour le compte d'une marque, sans forcément citer le nom de la marque. C'est ce qu'elle vient de réaliser pour DS Automobile, un documentaire de 45 minutes qui sera diffusé sur Amazon Prime et diffusé dans 7 pays du monde. L'agence a fait appel à une trentaine de journalistes. Elle table sur une marge brute de 11 millions d'euros en 2023. Le ministère de l'économie dévoile les résultats de la concertation publique pour mieux réguler les influenceurs. 19 000 Français ont participé
sur la plateforme mec.org. Bercy en faisait 12 propositions comme définir ce qu'est un influenceur ou interdire certaines promotions sur les produits. Selon l'exécutif, une large partie de ses participants veulent une intervention forte de l'État avec des contrôles et des sanctions. Une proposition de loi sera examinée en mars à l'Assemblée nationale. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, la campagne validée par Hebdocom. Et cette semaine, c'est la nôtre, celle de BFM Business que nous avons choisie. Bah oui, parce que nous aussi, on s'est créé des campagnes de pub et nous aussi, on parle de licorne, d'ours, de panda ou de taureau. Tiens, Rebecca, pour vous, c'est quoi une licorne ? C'est un cheval avec une corne sur la tête ? Alors oui, mais c'est aussi une start-up qui est valorisée plus d'1 milliard de dollars. Un taureau, Rebecca ? Une vache avec 2 cornes sur la tête ? Oui aussi, mais c'est aussi un acteur boursier qui anticipe une hausse des marchés. J'arrête là, des concepts financiers qui sont bien réels et qui, par la magie d'un bestiaire, peuvent s'adresser à tous. Voici à quoi ça ressemble. Nous aussi, on parle de panda. Panda, obligation libellée dans la devise chinoise par un émetteur étranger. Nous, au moins, on parle de licorne. Licorne, start-up valorisée plus d'1 milliard de dollars. Nous aussi, on parle de taureau. Taureau, acteur boursier qui anticipe une hausse des actifs. Nous aussi, on parle d'ours. Ours, investisseur qui parie sur une baisse du marché. BFM Business, première sur l'écho. Et cette campagne, elle a été créée en interne et elle est déclinée en télé, en radio, en affichage et bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Ça fait pas de mal de faire un peu d'autopromo une fois de temps en temps, Frédéric ? Bien sûr, il faut toujours se faire plaisir et puis c'est sympa, on apprend des choses en plus. Voilà, merci Julien, c'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Dans la nuit de dimanche à lundi s'est déroulée la 57e édition du Super Bowl, la finale du championnat de foot américain. Et on s'est posé cette question cette semaine. Dans le cadre de cette édition 2023, avez-vous entendu parler du Super Bowl et par quel biais ? Était-ce par le biais du concert de Rihanna, par les pubs diffusées pendant le match ou par le match de foot en lui-même ? Et la réponse est oui. 70% des Français déclarent avoir entendu parler, mais surtout par le biais de Rihanna et moins du match de foot en lui-même. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes associé chez Tilder. Victor Bourri, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes directeur général chez Backbone Consulting. Jean-Xavier, 2 tiers des Français ont donc entendu parler du Super Bowl 2023. Qu'est-ce qui rend cet événement mondial ? Clairement pas le sport. Je pense que si aujourd'hui, en tout cas pour les Français, j'utilise les mots punt, touchdown, first down, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui va comprendre. C'est des éléments ultra importants des règles du football américain. On n'a pas le temps. Mais en tout cas, c'est clairement des éléments assez basiques du football américain. Je pense que les Français ne les connaissent pas. Et pourtant, on a ces chiffres qui, pour moi, sont très importants sur ce qu'on a entendu, enfin sur ceux qui ont entendu parler du Super Bowl. Donc pour vous, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Ce qui est clair, c'est que ces chiffres sont beaucoup plus liés à ce qu'il y a autour du Super Bowl qu'au match même. Et ça montre bien, je trouve, que cet événement, en fait, est une illustration d'une rare puissance de ce qu'est encore aujourd'hui, le soft power américain. En fait, c'est un événement qui est très hybride, qui est construit autour, oui, évidemment, d'un événement sportif, qui est un événement sportif majeur aux États-Unis. Il ne faut pas non plus qu'on le sous-estime, parce que nous, en France, évidemment, le football américain n'est pas grand-chose. D'ailleurs, la France n'est pas un marché pour la NFL aujourd'hui, on pourrait y revenir. Autour donc de cette finale, vous avez à la fois les publicités, le show pendant une semaine dans la ville qui accueille la finale, le show pendant la finale, avec à chaque fois, cette année c'était Rihanna, mais auparavant on a pu avoir tous les artistes américains mondialement connus. Tout ça fait que oui, c'est un événement qui a visée mondiale et qui en fait permet pendant l'espace d'une soirée au soft power américain et à sa partie entertainment de s'exprimer à l'échelle mondiale. Victor Bourri, pourquoi Rihanna avant le match ? Rien avant le match, en fait, pour compléter cette étude, c'est assez intéressante, on trouve intéressant de décrypter ce qui a fabriqué justement ce buzz
au niveau mondial, ce qui a fait justement que c'était un événement mondial, et comment dans ce buzz mondial l'opinion française est assez distincte du reste du monde. Sur les chiffres, il y a juste un chiffre en termes de volume, on atteint presque 2 millions de mentions au niveau mondial et plus de 100 000 en France. La première remarque, c'est que le traitement du show de Rihanna en France se distingue donc du traitement qu'on a aux États-Unis et dans le reste du monde, avec ce qu'il en est resté, c'est des éléments qui peuvent paraître secondaires au regard de la performance, comme sa tenue, le fait qu'elle soit, l'annonce de sa grossesse, le fait qu'elle soit enceinte, le nombre de streams qui ont été créés autour de ce show, enfin voilà, sont davantage mis en avant, alors que dans le reste du monde, l'opinion publique est plus autour du show lui-même et de la performance assez incroyable. L'autre insight qui est assez intéressant, c'est qu'en termes de volume, c'est essentiellement sur Twitter. Donc plus de 90% des volumes qu'on a pu capter sont essentiellement sur Twitter, ce qui nous rappelle que malgré l'événement de la chute de Noël Le Graët à la Fédération française de football, nous rappelle que Twitter, malgré un peu les perturbations qu'il y a à sa tête, reste un lieu clé de l'influence. Et autre insight révélateur de cet événement et de la tendance de l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que les volumes sont essentiellement sur Twitter, certes, mais l'engagement est le plus fort, lui, sur TikTok. On le voit sur les posts qui ont plus de viralité, c'est aux États-Unis des comptes essentiellement autour du sport, le compte de la NFL, la Ligue américaine de football, le compte également d'ESPN, la chaîne. Et en France, c'est plutôt des influenceurs ou des médias plus autour de la pop culture, comme Hugo Décrypte ou Jack, la chaîne de Canal+. Moi, j'aurais dit Instagram, c'est marrant. Frédéric ? Moi, ce que je trouve absolument étonnant dans cette histoire, c'est que si on a, je ne sais pas si la question a été posée, mais sur le résultat du match, je pense que personne en France ne sait qui a gagné, ou en tout cas fort peu de gens. Donc c'est effectivement Non, mais l'aspect sportif, oui, n'est pas au cœur de ce qu'on voit là. Oui. Soft power est absolument étonnant et la partie publicitaire aussi est forcément moi ce qui m'intéresse parce que c'est un peu un championnat du monde ou un championnat des États-Unis de la pub dans lequel il y avait quand même une pub française, il y avait Publicis qui avait son film dont on a parlé ici, on avait reçu. Sur le cancer au travail. Et en termes d'audience, justement, on lit parfois que le match, la finale du Super Bowl est l'événement le plus regardé au monde. Et justement, au regard des investissements publicitaires qui sont conséquents, parfois astronomiques autour, en réalité, c'est évidemment faux. C'est bien la finale de la Coupe du Monde, la dernière, de football, je parle, qui a capté en termes de messages sur les réseaux, près de 12 millions de messages. Voilà. On peut dire que le football reste quand même l'opium du peuple. Pour préciser, il s'agissait de 113 millions de personnes qui étaient devant leur télé. C'est une aubaine pour les marques, pour les annonceurs qui en profitent chaque année pour dévoiler leur pub. Pour rappel, 30 secondes de publicité au Super Bowl coûtaient plus de 7 millions de dollars. Jean-Xavier, est-ce que c'est rentable pour les marques finalement ? La rentabilité, elle est intéressante pour les marques au sens où c'est un moment de publicité qui est très particulier. Je pense que c'est le seul moment où vous avez des publicités qui sont diffusées quasiment uniquement pendant cette période. La mi-temps du Super Bowl, c'est un moment où vous avez en fait des mini-films à diffusion unique à la télévision. Donc au-delà de la rentabilité, vous avez un moment de créativité déjà qui est tout à fait important. On a tous vu ces pubs avec des acteurs qui se parodient, des tons décalés qu'on ne voit pas en général et qui sont vraiment spécifiquement... C'est un peu le concours au coup de com'. Évidemment, c'est totalement le cas. Et ce concours au coup de com' fait que les pubs en question ont une visibilité qui est décuplée, que ce soit en termes d'impact aux États-Unis, mais aussi en termes d'impact international. Donc je pense, sans être un expert et sans être capable de le rationaliser de manière comptable, que oui, il y a une rentabilité de ces 30 secondes qui est quasiment inégalable pour un événement qui n'est que annuel. La Coupe du Monde de foot, c'est tous les 4 ans. Je pense que c'est encore un autre sujet, mais pour un événement qui arrive tous les ans, oui, la rentabilité est forte. Oui, c'est c'est multicanal, on va dire qu'il y a des investissements en termes d'événements événementiels, sur la partie événementielle, la partie show, la partie aujourd'hui snack content aussi diffusée sur les réseaux sociaux. Donc tout ça fait que pour les annonceurs, c'est extrêmement attractif. À quel moment de l'année vous mettez, vous Français, à regarder des pubs qui sont passées la veille aux États-Unis? Et on voit que ça peut toucher d'autres communautés. Typiquement, le show de Rihanna a permis de toucher des communautés féministes, justement, du fait de sa grossesse. Comme moi, j'en suis l'exemple parfait. Voilà. Merci Victor Bourry, vous êtes directeur général de Backbone Consulting. Merci Jean-Xavier Arnaud, associé chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom.
la chronique média. Vous êtes un peu désabusé aujourd'hui, Frédéric. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un petit coup de blues? Non, c'est gentil de vous en préoccuper, Rebecca. Non. C'est juste ce sentiment qu'une fois de plus, l'histoire se répète face à un géant américain. Les Français s'allient pour proposer une offre alternative. Et puis, les intérêts particuliers des uns et des autres finissent par l'emporter. L'alliance tombe plus ou moins rapidement et le géant en question remporte la mise, quoi. Donc, je crois que vous parlez de Salto. Oui. J'aurais pu parler de 10 autres initiatives par le passé dans d'autres domaines, que ce soit la presse, le digital ou la télé. Évidemment, c'est pas une surprise. Salto, qui promettait modestement d'être le Netflix à la française, n'aura survécu pas bien longtemps aux contradictions de ses créateurs. C'est vrai que la naissance a été difficile. Ça a été annoncé en 2018 et il n'est sorti que fin 2020, ce qui a permis, entre autres, l'exploit de rater le summum de la consommation du streaming, l'aubaine pour les plateformes. Absolument. Donc ça, c'est un contretemps qui est entre autres dû aux lourdeurs administratives des autorités de la concurrence française et européenne, ce qui ralentit toujours bien les choses. Mais ça, c'est rien à côté du vice profond de départ, qui est que ce sont 3 groupes de télévision concurrents, dont l'un est un service public, qui se sont lancés dans cette affaire et qui ont tout de suite commencé à travailler, à fabriquer leur propre concurrence, généralement de manière beaucoup plus efficace et formidable. Mais s'il n'y avait aucune chance que ça marche, si l'échec était tant attendu, pourquoi l'avoir fait? Quelle bonne question. Probablement parce que ne rien faire aurait été un aveu de faiblesse de notre beau paysage audiovisuel français face au rouleau compresseur américain. Et ça, Rebecca, jamais. Mieux vaut tenter de monter une usine à gaz vouée à l'échec plutôt que se faire laminer. Bon, évidemment, à la fin, on se fait laminer quand même. Mais bon, plus sérieusement, il faut peut-être considérer ce type de projet et se dire que ce ne sont pas des groupes, des grands groupes déjà installés, publics ou privés, qui innovent en rupture. Ce sont généralement des investisseurs, des individus, sont peut-être dans un garage ou autre, qui poussent les idées. Ils peuvent s'appeler Reed Hastings pour Netflix, Mark Zuckerberg pour Facebook ou Jack Dorsey pour Twitter, j'en passe bien sûr. Ces projets marchent généralement pas du premier coup, il faut beaucoup d'essais, ça coûte aussi de l'argent, mais on leur laisse le temps de faire. Et c'est peut-être ça qui nous manque ici. Peut-être. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi à la demande sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.